Comment je vous dirais bien ça? C'était vraiment une rencontre fascinante avec une femme qui a dépassé ses limites à plusieurs reprises. Puis ça veut pas dire qu'elle n'a jamais songé à tout abandonner, parce que ça arrive à tout le monde de douter. Mais elle s'est relevée, elle a persévéré, et pour moi, c'est probablement un des plus beaux exemples de détermination. Elle a réussi l'impossible, puis elle a de quoi être fière. Enregistrée dans les studios de la Maison de la Culture Maisonneuve, je vous présente l'extraordinaire tête de cochon, Mylène Paquette. Bonne écoute! Mylène Paquette, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait tellement plaisir. Je suis tellement contente de t'avoir avec moi ce matin, surtout que j'avais essayé que ça fonctionne pour la saison 2. Finalement, les contraintes de la vie va tellement vite que ça va être pour la saison 3 et ça tombe vraiment bien. Parce que, premièrement, j'ai plongé tête première dans ta biographie « Dépasser l'horizon », puis on le voit pas, mais il y a du post-it, là, tu sais, parce qu'il y a tellement... C'est tellement riche. Premièrement, ton écriture... Merci. Vraiment une belle plume. Puis je sais que tu as un amour très fort pour l'écriture, fait que c'est très, très bien écrit. Merci. Je tiens à te le dire. Et ça raconte en fait les mille et une péripéties de la traversée de l'Atlantique Nord, mais ça comprend beaucoup autre chose. Ta préparation, les traversées aussi qui ont été faites en amont dans ta préparation. Mon Dieu, c'est extrêmement complet. Et cette année, tu célèbres les 10 ans. Oui, les 10 ans. Hey, ça va vite. En 2013, 2023. Fait que j'ai le goût de t'amener avec moi. On revisite ton parcours. On comprend aussi, j'ai le goût qu'on comprenne la tête de cochon qui se cache derrière. Parce que elle a été forte, elle a été courageuse, mais comme n'importe quelle tête de cochon, des fois, elle nous joue des tours. Fait que j'ai hâte qu'on voit ça ensemble. Il y a eu beaucoup aussi de défis. On parle souvent de ta traversée de l'Atlantique Nord, mais il y a toute la préparation en amont et le tourbillon médiatique après, que souvent, pas qu'on oublie, mais mon Dieu, il s'est pas... Il était essoufflant. Moi, je disais ça, j'étais là, OK, je pense qu'il faut que je prenne une pause parce que là, c'est chargé, là. Ça a été une aventure puis qui se continue encore après 10 ans parce qu'on en parle et je suis tellement contente qu'on en parle parce que c'est un exploit. Tu sais, je réfléchissais à ça ce matin puis je me disais, vous avez été à ce jour comme une quinzaine peut-être maximum. Oui, une quinzaine. Mais tu sais, il y a plein d'autres exploits qui sont faits dans le monde. Tu sais, ravir l'Everest, mais l'Everest, il y en a peut-être, je sais pas moi, 800 par année qui le font. Ouais. Mais là, vous avez été une quinzaine à faire ça. C'est quand même réussir l'impossible pour moi, là. Tu sais, oui, puis il y en a même un qui l'a fait 2 fois. Peux-tu croire? Mais il y en a d'autres qui l'ont fait. Oui. Moi, je pense que j'étais la 12e, mais la 13e traversée. Hein, quel chiffre chanceux. Et... En 2013, oui, c'est ça, ton finalement. Chiffre. Exact. Oui. Et je crois que depuis, il y a un Canadien, de l'Ouest canadien, un Américain, mais il n'y a pas d'autres femmes, je crois, qui l'ont fait après la traversée de l'Atlantique Nord. Oui, parce que c'est ça, c'est environ 5000 kilomètres. Tu l'as fait pendant 129 jours. On dirait que même encore aujourd'hui, on le dit, puis c'est comme aïe aïe, là. Fait que j'ai le goût que les gens comprennent à quel point c'est quelque chose d'assez exceptionnel, puis on fait qu'on plonge. T'es prête? Parfait, je suis prête. Là, je recommence avec le début. Parce que quand j'ai commencé à lire ton livre, il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellée. Et je te sors une première citation. « Jeune, j'aurais aimé vivre dans des petits espaces, transporter ma carapace et découvrir le monde. » Déjà là, moi, je trouve qu'il y a un lien tellement fort avec la suite parce que autant qu'il y en a qui sont claustrophobes dans la vie, toi, dans les petits espaces menus, t'étais bien. Oui. Puis ça vient d'une petite anecdote, ça. Hein? Oui. Je crois, mon grand-père m'avait emmené à la chasse à l'ours. Puis c'est vraiment particulier parce que mon grand-père, c'était un joueur de tours. Donc, puis tu sais, lui, quand il était jeune, il attrapait des rats musqués, puis il vendait leur peau, il vendait les os pour faire de la soupe. Il vendait ça comme dans le coin de Saint-Paulin. Il vient de ce coin-là, puis il vendait ça dans un hôtel prestigieux du coin, puis il mangeait ça, du rat musqué, il paraît que c'était bien bon. Puis il en avait même vendu à Maurice Duplessis.
C'est fou, hein? Ah oui? Ben oui, c'est fou. Mon arrière-grand-père était député, donc il était bien chum avec Maurice Duplessis. Puis mon grand-père vendait ça. Fait que, tu sais, mon grand-père, la chasse, les trappes, puis tout ça. Puis il m'avait emmené à la chasse à l'ours. Mais, tu sais, j'ai un souvenir très vague de tout ça. Il me met dans une cache à chasse à l'ours. Puis t'as lu, hein, au début, là, je parle de la cache à chasse à l'ours. Puis je sais pas si t'as lu jusqu'au bout des remerciements. Non. Parce que je te raconte l'anecdote, je suis en train d'écrire mon livre à Sept-Îles, à Matamec, donc passé Sept-Îles, je suis sur la Côte-Nord, puis mon éditeur délégué plutôt, elle me dit, bien, essaie de repenser au premier moment où tu étais seule dans de petits endroits, dans la nature, tout ça, puis je repense à ça, puis me revient une image très forte de mon grand-père qui, derrière le vieux chalet vert pomme à Terrebonne, on appelait ça Terrebonne Heights. Tu sais, c'était le nord de Terrebonne. Tu sais, c'était Terrebonne Heights. Dans le boisé, derrière le chalet vert pomme, là, il m'avait emmené dans une promenade, puis il m'avait dit, on va à la chasse à l'ours. Puis il m'avait mis dans une cache à chasse à l'ours. Puis là, j'avais dit, c'est quoi les trous? Puis il avait dit, ça, c'est les trous pour mettre la carabine. Puis là, ça m'avait fascinée. Donc, au lieu de me faire peur, moi, ça m'avait... Tu sais, j'étais dedans, là, puis j'étais là, wow, il y a des hommes qui sont assis ici. Puis il y avait comme une espèce de cuirasse dans le fond. La cache à chasse, ça s'ouvrait par le toit, l'espèce de cabine. Puis peut-être qu'il y avait assez de place pour 2 hommes là-dedans, tu sais. Il y avait du foin dans le fond, de la cuirasse, un peu bizarre, tu sais. Puis c'était à l'ombre, là, c'était dans un petit coin ombragé. Puis je m'étais vraiment souvenue de ce moment-là avec mon grand-père, Romuald, dans le boisé derrière le chalet. Puis, tu sais, j'essaie d'imaginer les chasseurs il y a 100 ans. Puis, je me dis, Puis, il avait l'air déçu quand il m'a sorti de la cache à chasse. Puis, j'avais jamais compris, tu sais, c'était quoi, pourquoi il répondait pas à mes questions. Puis, j'étais revenue avec une grosse araignée sur la jambe, je me rappelle de ça, tu sais. Puis, ça m'avait vraiment marqué. Puis là, je suis à Matamec, sur la Côte-Nord, on est en 2014. Puis là, je regarde la mer, puis je me demande, c'est quand la première fois où j'ai été dans de petits espaces. Puis, je reviens avec cette image-là. Puis, après toute mon enfance, moi, j'ai été fascinée par ça, les gens qui, pour voir la nature, pour voir un ours, pour voir un lion, pour voir un éléphant, ils doivent attendre patiemment avec leur petite... Tu sais, dans les National Geographic, les reportages, tout. Tu sais, on doit comme attendre, être patient, puis je m'étais dit, ben moi, la première fois où j'ai été seule, c'est quand je suis allée à la chasse à l'ours avec mon grand-père. Fait que je suis sur la Côte-Nord, puis là, je m'en vais jusqu'à ma lieutenante pour appeler ma famille, appeler ma gérante, tu sais, mon éditrice, puis... J'envoie mes textes à partir de là parce qu'il n'y a pas d'Internet à Matamec, ça se rend pas. Il y a l'eau courante, mais il n'y a pas l'eau potable, tu sais. Il y a de l'électricité, puis c'est ça, il n'y a pas Internet. J'étais plus déconnectée là-bas que dans mon bateau sur l'Atlantique. Donc, j'avais oublié mon téléphone satellite en plus, là, tu sais, c'est comme... J'avais rien pour rejoindre personne. Fait que là, je parle de ça à ma mère. Ma mère, elle me dit, c'est bizarre, mon père chassait le remusqué, mais mon père chassait pas l'ours, tu sais. Appelle ma tante, tu sais, fait que j'appelle sa sœur, puis là, je parle de ça, puis elle dit, appelle mon gars, fait que j'appelle mon cousin, puis je lui laisse des messages, fait qu'une semaine plus tard, tu sais, j'oublie ça, moi, j'ai écrit mon petit bout de sa chasse à l'ours, puis that's it. Fait que là, je reviens sur la bus, je prends mes messages, puis là, ma tante qui me dit, appelle mon fils, parce qu'on a trouvé c'est quoi, tu sais, fait que j'essaie de le rejoindre, ma mère, elle dit, maman, je dis, maman, tu sais, de quoi tu voulais me parler, puis elle me dit, ben c'est parce qu'il faut que je te dise la vérité. Je dis, comment la vérité? Elle dit, le truc, là, c'était comment, tu sais? C'était-tu comme un truc qui s'ouvrait par le toit? Je dis, oui, c'est ça, c'était la cache à chasse à l'ours. Elle dit, Mylène, c'était une glacière. Donc, je le dis à la fin des remerciements. Je dis, maman, merci de m'avoir dit la vérité à propos de la vieille glacière de bois. J'ai cru ton père pendant 30 ans. Donc, pendant 30 ans, moi, j'avais jamais revisité ce souvenir-là. Puis j'ai souvent pensé à ce moment-là dans ma vie où j'étais allée à la chasse à l'ours avec mon grand-père, mais c'était pas vrai, c'était une joke que mon grand-père me faisait. Puis lui, c'était un ratoureux. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit à nos enfants. Puis, ben moi, j'avais aimé les petits espaces. Puis je me rappelle d'être jeune, d'attendre dans un abribus. Puis, tu sais, c'est long. Puis moi, j'imaginais tout le temps, OK, si j'avais juste cet espace-là, qu'est-ce que je ferais? Je mettrais mon lit là, je mettrais une poulie. Puis, dans le fond, c'était avant même la tiny house. Moi, j'imaginais vivre dans un abribus ou dans une boîte de pick-up. Comment je vivrais dans une boîte de pick-up? Puis, j'avais été très... tu sais, flabbergastée par cette expérience-là, que quand je voyais des troqueurs, que je savais qu'il y avait leur lit derrière, je me disais, comment je ferais, moi, pour vivre là-dedans? Donc, quand j'ai apprivoisé l'idée de traverser l'Atlantique à la rampe, bien, ces vieux souvenirs-là qui ont construit mon enfance sont revenus, puis l'idée de transporter ma petite cabine, puis ma carapace, bien, tout se tenait pour moi, tu sais, ça fonctionnait. Donc, si mon grand-père m'avait pas fait cette blague-là, bien, je sais pas si...
j'aurais peut-être pas été attirée par ça. C'est fascinant. Moi, je capote, là. Parce que dans le fond, c'était comme un mirage, mais ça a tellement alimenté ton imagination. Parce que, justement, est-ce que ça alimentait la petite Mylène, tu sais, qui rêvait, qui... Clairement, oui, là, à t'entendre décrire tout ce que tu visualisais à partir de petits endroits peut-être banals, là. C'est une glacière. J'étais assise dans une glacière. Tu sais, puis là, j'y avais posé des questions, mais là, qu'est-ce qu'ils boivent? Non, il ne faut pas qu'ils fassent de bruit. Puis il y avait eu la paix parce que je parlais pas pendant 5 minutes. Mais tu sais, je disais, est-ce que je peux retourner à la chasse à l'ours avec toi, avec un chocolat chaud demain? Puis je l'avais vraiment écœuré avec ça, tu sais. Puis il était là, il me regardait, Colin n'a pas catché. Tu sais, je me rappelle de ça. Fait que ça l'a alimenté mon imaginaire d'enfant, là, c'est sûr. Ouais. Puis il te l'a même pas dit, en fait. Jamais. Lui, il trouvait ça gossant. Il était comme, OK, elle n'a pas catché, mais il a pas brisé ça. C'est ça qui est fascinant. Oui, je trouve ça cool. Il t'a laissé là-dedans. Oui, il m'a laissé là-dedans, puis c'était vraiment un taquin. Là. Tu sais, moi, je me rappelle, j'attachais ses lacets de souliers ensemble, je mettais des Scott Towels dans le fond de ses souliers, puis là, il était là, mes souliers ont rapetissé. C'était vraiment un taquin. Mon grand-père, il faisait des tours de magie, il faisait pleurer des couteaux, tu sais, il faisait plein d'affaires. Fait que lui, il a dit comme, bon, tu sais, ça alimente le fantastique de mon personnage de grand-papa tannant. T'sais. Oui, fait en tout cas, clairement. Ça a eu un impact vraiment important. Moi, je fais une parenthèse parce qu'on fait un bond dans le temps parce que quand tu as terminé tes études collégiales, si je me trompe pas... Bien, je les ai pas terminées, non, moi. Tu les as pas terminées parce que tu es arrivée... Mais t'es rentrée à Sainte-Justine, t'as quand même fait une formation de préposée. Une formation de rien, là. Mais tu sais, c'est fascinant, là, on parle de l'aventurière, tout ça qui, finalement, se ramasse dans l'aventure des soins de santé, qui est comme une toute autre aventure. Puis ce que je comprenais de tes écrits, c'est qu'à ce moment-là, tu te cherchais quand même. Là. Il y avait une espèce de... Qu'est-ce que je fais? Mais en même temps... Au fond de toi, tu voulais faire quelque chose de grand, de t'accomplir. C'est drôle, parce que je viens de faire un lien. C'est vraiment drôle parce que c'est quand mon grand-père était en train de décéder, à l'aube de son décès, c'est un préposé du département qui m'a parlé de sa job. Je disais, t'as de l'air important, toi, sur le département. T'es-tu chef d'unité? Puis, mais non, je suis préposé aux bénéficiaires. Je fais ça. Puis, tu sais, il m'a parlé de tout ce qu'il faisait. Puis là, il m'a dit, va à une petite école de soins de santé sur Métropolitain, là, appelle-là, puis tu vas avoir une job en 6 semaines. Tu sais. Fait que c'était un cours de 2 semaines pratiques, 2 semaines théoriques. Je me retrouve avec un diplôme, j'ai plein d'offres d'emploi parce que j'envoie mon CV partout, puis je me retrouve à Sainte-Justine. Donc, c'est vraiment une aventure parce qu'à l'époque, le cours, il durait 1 mois. Tu sais, comme 2 semaines pratiques, 2 semaines théoriques. Tu sais à peu près quoi faire, t'es un peu garoché, puis on avait un besoin criant de préposés autant qu'aujourd'hui. Puis... tu sais, en 1 an, là, moi, j'étais une bonne préposée, là. C'est clair. Tu sais, j'avais de l'expérience, puis j'avais travaillé un peu au CHUM. Là, je me retrouvais à Sainte-Justine, mais j'avais quand même cette quête-là. Tu sais, quand t'es en bas de l'échelle, t'es avec des médecins, des super infirmières, des super travailleurs sociaux, des psychologues spécialisés en pédiatrie, Bien, tu te retrouves un peu comme un chien dans un jeu de quilles. Tu ne peux pas trop donner de la tête. Puis tu te retrouves des fois dans des situations super critiques. Là, tu sais. Premier décès, je pense que j'avais 1 an, là, un ado de 16 ans qui est décédé. Puis j'étais dans la chambre. Puis, tu sais, je faisais des soins avec les infirmiers. Puis fait que ça m'a comme marqué, ces expériences-là. Puis... je pense que je ressentais une urgence de vivre. Parce que moi, j'avais ma santé, puis je me sentais pas à ma place. Moi, tu sais, c'est pas pour rien que je disais un chien dans un jeu de quilles. Je me sentais pas à ma place. Je posais tout le temps des questions. Je voulais apprendre, je voulais comprendre. Puis j'ai essayé d'aller étudier en soins après, mais tu sais, moi, je tombais dans les pommes quand je voyais trop de sang au même endroit. C'était pas ma place. Mais je voulais plus faire, je sais pas moi, être clinicienne ou, tu sais, accompagner des familles sans être aux soins, vraiment, là, parce que je suis pas très... Oui, aux soins pratiques, là, c'est ça. Fait que j'étais retournée aux études, mais pour faire mon AEC. Donc, j'ai fait cégep, mais à l'université. Donc, l'Université de Montréal, je travaillais de nuit, puis j'allais étudier le matin. J'allais dans mes cours le matin. J'arrivais avec ma tisane. Tous les autres élèves dormaient avec un café. Moi, j'étais là avec ma tisane, tu sais. Puis j'ai commencé un bac, finalement, en communication et politique. Ça, c'est ce que tu fais quand tu peux pas rentrer en communication parce que tes notes sont pas bonnes. Fait que... Excusez-moi, tous ceux qui ont un bac en com et Paul. Donc, je suis allée là-dedans, puis je me rappelle d'un de mes profs, Claude Lamarche, avec qui j'étais encore en contact. Ah oui? Un des premiers cours que j'ai fait, il disait, toi, là, la petite étudiante là, qui arrive avec sa tisane puis son scrub d'hôpital, je gardais mon haut tu sais, j'avais juste vidé des poches à linge sale dans ma nuit, là. Je portais un sarrau la nuit. Fait que j'arrivais avec mon scrub d'hôpital puis une paire de jeans, puis j'étais bien réveillée le matin, puis je faisais les cours du matin. Puis finalement, j'ai pas fini mon bac.
en communication politique, mais j'étais encore en contact avec mon prof qui m'avait conseillé, tu sais, alors que je faisais une vidéo pour le banquier, pour aller au banquier, une vidéo pour ci, pour ça, il me conseillait sur des affaires en communication, fait que je suis restée en contact avec lui. Il a pris sa retraite, puis tu sais, je l'ai vu récemment, là, au mois de... Je pense qu'il y a 1 mois et demi, 2 mois, qu'il était venu voir une conférence, m'a fait une surprise, tu sais. Oh, wow. C'est super cool, tu sais, j'ai comme eu un petit passage à l'université, mais juste assez long pour vivre un peu ce que c'était qu'être un universitaire, puis être dans une équipe d'aviron de l'université, puis c'est tout. Oui, parce que là, c'est ça, au moment où tu es à l'université, tu travailles encore à l'hôpital parce qu'il faut que tu aies un certain revenu, mais c'est vraiment en 2005, l'espèce de feu d'artifice, là. Oui. Moi, c'est quand je l'ai lu, tu sais, c'est grâce à ta sœur, parce que c'est un week-end de voile, tu sais, qui vous a comme permis d'être en contact avec la navigation. Est-ce que tu te rappelles du sentiment qui t'habitait? Parce que la façon que tu le décris, c'est tellement fascinant. Là. C'est comme une boîte de Pandore qui s'ouvre, là. Ah oui, tellement. Puis tu sais, moi, je me dis, OK, là, j'ai le doigt sur quelque chose. Là, j'ai mis... Mais quasiment comme si tu te mettais un doigt dans un engrenage, puis tu le laisses aller. Oui. Tu sais, OK, là, j'ai mis le doigt sur quelque chose. Puis c'est là-dedans que je m'en vais, là. Tu sais, Puis là, à ce moment-là, j'étudie, tu sais, fait que je me dis, bon, à quoi, là, je suis moins motivée, mais je veux quand même finir je pense que je finis mon AEC à ce moment-là. Puis je me dis, bon, ben je vais aller en com plutôt qu'aller en soins infirmiers parce que ça m'écœure trop, les soins, tu sais. Puis je les voyais faire du sit-in, tu sais, puis militer, puis tu sais, pas à manquer de ressources, puis tu sais, je voyais bien que... C'était pas pour moi, là, tu sais, dans le sens que j'allais pas avoir mes week-ends jamais. Puis là, je découvrais la voile, puis je me disais, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Fait que je découvre la navigation, je me mets à suivre des aventuriers sur le net. Puis je vois que je peux faire ma place là-dedans. Donc au début, c'était vraiment la voile que je voulais faire. Puis tu sais, je retournerai à la voile un jour parce que j'en suis toujours bien amoureuse. Oui. Mes amours sont pas encore exploités à ce niveau-là. Mais... c'était comme si, tu sais, comme tu dis, quand je le décris dans mon livre, c'est comme une impression de certitude, puis d'excitation, de découverte, puis de « OK, j'ai du temps devant moi. » Tu sais, on peut commencer ça à 65 ans de la voile, si on veut. Là, on peut... Tu sais, c'est possible. Tout est possible. Une espèce d'attirance intense, mais de calme aussi, parce que je suis assurée que je veux faire quelque chose dans ce domaine-là. Ouais. Oui, puis il y a comme... En tout cas, ce qu'on ressent quand on lit ces lignes-là, c'est qu'il y a quelque chose de physique, là. Il y a quelque chose de viscéral, là. C'est comme... OK, il se passe quelque chose. Oui. Puis après ce week-end-là, bien là, c'est sûr que tu as fait... en fait... Comme tu l'as dit, il y a plein de recherches parce que là, il y a quelque chose qui a été piqué. Là. Fait que là, c'est comme, OK, qu'est-ce qu'on peut découvrir de ça? Puis finalement, tu réalises que c'est infini. Là. Il y a comme plein de sources d'inspiration partout. Et il y a un moment où tu parles d'une espèce de moment de prémonition, une espèce de moment de déjà-vu parce que tu fais une recherche Google où tu écris première traversée à l'aviron féminine. Je pense que j'écris première féminine voile ou navigation, un truc de même. Puis, en tout cas, il n'y a pas grand-chose qui sort. Il n'y a pas grand-chose qui sort, mais il y a surtout, tu sais, je cherche, puis là, je ne sais plus trop c'est quoi les mots que j'ai écrits, mais là, je vois Dika Fari, tu sais, une première femme qui a fait le tour du monde à l'endroit à l'envers. Tu sais, Hélène MacArthur, tu sais, je vois des femmes que je connais, puis des femmes qui viennent de faire un peu l'histoire. Puis là, je cherche, puis là, je vois... première féminine à l'aviron de dépêche de presse de RDS. Tu sais, RDS qui commençait à faire des petits topos en ligne, des résumés de ce dont il parlait dans les nouvelles. Puis là, je vois la photo d'une embarcation en rame océanique, puis c'est une Française, donc, qui avait fait l'Atlantique Nord. Puis la photo que je vois à ce moment-là, c'est son second projet. Elle avait fait une traversée d'une partie du Pacifique. Puis là, je vois la photo, puis je me dis « Ah, shit! Ah non, c'est pas vrai. C'est ça que je vais faire. » Tu sais, j'ai comme... le vertige, puis je repousse l'écran de l'ordi, je me lève debout, la chaise tombe, puis c'est comme « Ah, c'est pas vrai. » Puis je sacre, tu sais, puis je suis là « Non, c'était de la voile. Tu sais, c'est pas de la rame, moi, je veux faire, là. Qu'est-ce que c'est ça? » Un peu comme si j'avais un ange gardien qui me parlait, puis ben oui. Ben oui, c'est ça. Parce que c'est ça, là. C'est écrit dans le ciel, là. Je suis désolée, c'est moi qui t'apprends ça, là, mais
on est là pour t'aider, là, mais tu sais, c'est comme... Ce sera pas facile, mais ça sera pas facile, c'est ça. Faut que tu y ailles, tu sais, ah ouais. Puis là, les questions qui me venaient en tête au début, c'était, oh my God, dans combien de temps je vais réussir ça? Mais c'est comme, je mets-tu mes études de côté? Qu'est-ce que je fais? Mon Dieu, en combien de temps je vais réussir cet exploit-là l'année prochaine, dans 2 ans? Puis combien de cash il faut que j'investisse là-dedans? Combien d'argent ça va me coûter? Comment je fais pour ramasser des fonds pour ça? Fait que je commande son livre en ligne, je commande les livres des autres gens qui ont traversé l'océan Laram. Puis là, je vois bien que le financement, c'est comme une grosse affaire. Puis le temps, tu sais, apprendre à survivre en mer, l'électricité maritime, plein d'affaires que... l'électricité, moi, j'ai peur de brancher un fil dans le mur, tu sais. Comme j'ai pris des chocs électriques quand j'étais petite, ça m'a un peu traumatisée. Puis... Fait que j'aime pas ça, l'électricité, mettre des fils ensemble, puis tout. Fait que je sais que je vais devoir apprendre beaucoup de choses, mais surtout que je vais devoir ramasser des fonds puis me préparer longtemps. Ouais. Mais si j'avais eu la réponse à ces questions-là, au début, combien ça va coûter, combien de temps ça va me prendre pour le faire, j'aurais pas voulu me lancer là-dedans. Donc, si j'avais su, je me serais pas lancée là-dedans. Fait que c'est la naïveté. Ah, vraiment. Et cette espèce de montée-là que tu as eue, d'espèce de révélation, en fait, qui a fait que tu t'es lancée tête première. Oui, puis après, tu sais, j'ai pas voulu y aller parce que j'ai découvert qu'il fallait que je descende dans l'eau. Mais, tu sais, quand les gens disent « Ah, insouciance », « Oh non, je suis pas insouciante. Je suis naïve, mais pas insouciante. Parce que j'étais extrêmement soucieuse de ce que j'avais le potentiel de vivre. Oui. Mon Dieu, que je m'en suis fait du souci, du sang-froid. J'en ai passé des nuits blanches à imaginer qu'est-ce que c'est qu'être seule en mer, puis à regarder des vidéos là-dessus. Tu sais, j'étais très consciente des dangers que j'allais encourir. Mais j'étais naïve dans le sens que je pensais que ça allait être plus facile que ça. Tu sais, je pensais que les commanditaires allaient dire comme « All right, on a trouvé un beau poulain québécois, on va brander le bateau avec notre nom. » Tu sais, j'étais vraiment... Tu sais, ou des fois, les gens disent « inconsciente ». Non. Ça m'amène à parler aussi de tout ce que ça implique pendant 4 ans et demi. Ouais. Et là là. Ah, vraiment. Tu sais, moi, ma vie sociale là, était de côté. Ma vie sociale, c'était les échanges que j'avais avec le monde qui embarquait dans mon projet. Là. Tu sais, mes amis étaient très tolérants. Là. Ils disaient « Ce soir, Mylène, t'as pas le droit de dire bateau. » Que ça, c'est... Puis en plus, c'est eux aussi. Je fais une parenthèse parce que c'est lors de tes 30 ans que tu t'es commis avec ta gang d'amis. Et là, c'est là que tu dévoiles tes cartes. Oui. Mais d'un côté, bon, on sentait un peu... Es-tu sérieuse? C'est un peu de réticence, mais en même temps, beaucoup d'encouragement. Fait qu'il était là, mais... Je veux dire, c'est saisissant, là, annoncer ça, autant de le recevoir que de le dire. Oui. Je me rappelle mon ami Denis, là, un de mes amis d'enfance, un de mes grands amis, Denis Laroche, il m'avait dit, tu sais, il avait bu un peu, puis il revenait de fumer, là, il rentrait en dedans, puis il était là comme la gang qui est allée fumer, il était là comme, qu'est-ce qui se passe? Ils sont toutes là, elle a-tu le cancer, tu sais? Puis il m'avait dit, tu sais, Mimi, là, s'il y en a une dans la gang, là, qui me dit, hey, qui va traverser l'Atlantique à rame? J'aurais dit tout de suite, tu sais, Mimi. Puis il est très drôle. Puis j'avais fait comme, OK, j'ai son aval. Oui. Puis mon ami John qui était là, ouais. Puis tu sais, c'est lui qui m'a dit le fameux Let's do it. Il a embarqué dans mon projet. Tu sais, Denis était mon graphiste, directeur artistique de mon premier site web. Tu sais, il me faisait plein de services, mes amis. Là, ils ont embarqué là-dedans. Là, tu sais, vraiment, c'était vraiment comme un test sur mes amitiés, là, ce projet-là. Là. C'est clair, parce que je veux dire, ça, c'est challengeant à plein de niveaux. Là. Mais tu sais, tu vois qui sont là pour t'accompagner. Puis ça me fait penser à des personnes importantes qui ont été, qui sont présentes depuis le début. Et la première personne, bien, c'est ton père. Mais ton père, ça... Il a vraiment... Il a freaké, là. Je mets des gros guillemets, là, mais ça n'a pas été... oui, let's go, Mylène, on est avec toi, là, dès le départ. Non. Plus ma mère a dit comme, OK, je te comprends. Mais les deux sont assez aventuriers dans leur vie. Ils en ont fait des affaires, là. Fait que... Tu sais, mon père, il était là comme... Tu sais, il sacrait, là, puis il disait comme « folle, t'es une de folle, puis je ferais pas... » Tu sais, il s'est levé, il bardassait dans la maison, puis il a boudé. Oui, lui, ça l'a confronté, là. Ah, vraiment. Tu sais, lui, c'était vraiment le boudage, là. Oui. C'est comme un genre de violence tranquille, le boudage, là. Fait que... Ou de violence comme invisible, peut-être, parce que t'essaies de te retirer de la conversation. Oui. Puis ça a pris 5 ou 6 mois avant qu'il cède... Puis qu'ils disent, hey, le monde, il appelait chez mon père, tu sais, comme, hey, je viens de voir ta fille, elle est à LCN, que c'est ça, cette affaire-là, puis je veux pas en parler, puis je te passe Jocelyne, je te passe Jojo, tu sais.
Il fermait la porte tout de oui, suite. Oui, puis même dans ma parenté, là, mes cousins, cousines, du côté de mon père, on les fréquente moins. C'est qu'on a une grosse différence d'âge entre les cousins et cousines. Moi, je suis le bébé des deux bords, fait que je suis vraiment comme une plus jeune. Ils m'appellent le bébé cousine, puis je me rappelle, ça a comme raccommodé un peu la famille d'un party de famille, parce que là, mes cousins, cousines que je connais moins, maintenant, je les connais, parce qu'ils m'ont dit, on va t'encourager, on est là. Oh, wow. Qu'est-ce que tu fais? Hey, tu fais un encan, on est là, je vais t'acheter des affaires. Puis, fait que ça a créé comme un clan. Puis là, ma tante qui me disait, je le comprends, ton père, mais je vais y parler. Fait que ça a vraiment fait comme une scission, on dirait. Puis là, tranquillement, j'avais plus de monde de mon bord. Puis là, tranquillement, il s'est radouci aussi. Il s'est radouci. Puis là, ses sœurs, ils parlaient, ben là, Jean, toi non plus, là, t'as pas été un enfant de cœur. Tu sautais des pitchs en ski, puis tu t'es blessé souvent en ski, t'as comme été un peu sportif, hein? Fait que tu peux pas en vouloir à ta fille. C'est ça, fait que cette fibre-là vient quand même, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre, là, finalement. Oui. Donc, puis tu sais, je pense que mon père avait juste de la misère à exprimer ses craintes. Puis tu sais, moi, je voyais là, je le dis poétiquement, l'expression de son amour. Tu sais, il était en colère, puis après ça s'est transformé en être juste fâché tout le temps, puis je me rappelle, il m'avait dit, j'ai une vidéo de ça, je les filme, je m'en vais à la Barbade, je m'en vais pas à la Barbade, au Maroc, pour faire ma première traversée en équipage. Oui. Puis j'ai le vidéo de ça, j'ai mon neveu qui est tout petit, ma soeur qui est enceinte de la deuxième, qui maintenant va avoir 13 ans, parce que là, on est en 2009. Puis mon ami Luc Bernuy, à ce moment-là, il était directeur de la Société de sauvetage, mais t'es lié d'amitié avec lui, il était venu chez nous à Noël, c'était mon chum de Noël. Okay. On n'a jamais été chum blonde, mais tu sais, j'avais pas de chum cette année-là, tu sais, j'avais laissé mon chum, on s'était laissé pour ma traversée, puis ces affaires-là. Puis je les vois toutes, là, sur la vidéo avec ma petite cousine, tu sais, puis ils sont comme, mon père, la dernière fois qu'il me dit, c'est, tu voulais y aller? Ah ouais, vas-y. Puis il me donne une enveloppe avec 100$ dedans pour que je me débrouille. Oui. Ah ouais, tu voulais y aller, là, vas-y, va-t'en, là. Tu sais, comme il me pousse, là, tu sais. Fait que la tête de cochon, je pense qu'elle tient aussi de mes parents. Mais moi, je le dis souvent, là, surtout aux jeunes dans mes conférences, je leur dis, tu sais, l'orgueil, là, c'est un puissant moteur. Ouais. Tu sais, l'ego, c'est un puissant moteur. Fait que mon père, qui a été fâché contre moi pendant des semaines, des mois, au départ, moi, je dis 6 mois, puis il est là, hey, 5. Puis on s'obstine encore sur le nombre de semaines qu'on ne s'est pas parlé. Puis mon père, il me disait, tu vas sûrement venir à un passage entre moi puis mon père, là, où je vais tout laisser tomber. Fait que mon père, autant, il m'a aidé à y prouver que j'étais capable, puis lui, tu sais, en me boudant, tu sais, puis en ayant cette confrontation-là assez violente, tu sais, parce que le boudage, c'est assez violent. Oui, ça fait mal, là. Ça fait mal, ça dérange. Là, ça dérange, oui. C'est inconfortable. Là. Oui, c'est inconfortable. Tu sais, il m'exprime son désaccord. OK, bien, il me croit peut-être pas capable. Il pense que je suis folle. Bien, il me l'a dit, là, qu'il me trouvait folle. Il a même consulté un avocat pour m'enlever mon passeport. On peut-tu comme y enlever son passeport? Puis on lui a dit non. C'est allé loin, ça. Oui, il a appelé mon cousin pour dire qu'est-ce que je peux faire? Ma fille est folle. Je pense qu'elle est cinglée, puis il faut l'interner quasiment. Là. Fait que... Tu sais, c'était sa façon d'exprimer son désaccord, puis je le respectais là-dedans. Puis ça a été un moteur pour moi, parce que je me disais, il faut que tu montres à ton père que tu avais raison. Mais pas que tu avais raison, mais que tu es capable de réussir. Que j'avais même crois en toi. Oui, puis je me disais, hey, si j'avais été un gars, il aurait-tu réagi de la même façon? Ah. Hey, c'est une bonne question, ça. Tu sais, je le sais pas. Il n'y a pas eu de garçon, mon père. Il y a eu 2 filles. Il aurait-tu réagi de la même façon? Fait que là, moi, c'est-tu du sexisme de me poser la question? Ou c'est un aspect protecteur. Tu sais, on le sait. Tu sais. Le papa ours, là, je sais pas, là. Parce que comme il y a eu des filles, moi, je pense, je fais référence à mon propre père. Je pense que ça aurait été, oh, mon Dieu, c'est comme la peur pour ma fille. Pas qu'elle n'est pas capable, mais que, c'est comme... Mais effectivement, la question se pose, tu sais, si tu avais été un homme. Puis c'est drôle parce qu'il t'a quand même enseigné quelque chose, puis Tellement. Il disait, si tu dis quelque chose, tu le fais. Parce qu'il y a eu plusieurs moments, puis ça, on va pouvoir y revenir, mais là, quand t'es 2 pieds dedans, puis il faut que t'avances, des fois, c'est pas toujours évident. Mais là. non. Tu sais, puis peu importe la force de caractère, la détermination, il y a du doute, puis tu te dis, OK, est-ce que je continue? Tu sais, puis... Ben oui. Mais là, tu sais, ça disait... Tu disais, ma soif de réussir venait de trouver... Tu sais, t'as trouvé une nouvelle source pour honorer son engagement. T'es comme, OK, go. Oui. Je le fais, mais ça n'a pas toujours été facile. Non. Puis mon père, il disait, on a une parole. Oui. That's it.
on a une parole. Fait que ça voulait dire quoi? Si tu dis quelque chose, tu le fais, mais tu dis pas n'importe quoi. Ta parole est d'or. Tu bitches pas les autres parce que tu as une parole. Tu peux pas dire quelque chose à quelqu'un puis après ça, te revirer puis dire d'autres choses de cette personne. Tu sais, tu as une parole. OK, ça veut dire quoi? Fait qu'il fallait que je devine moi-même c'était quoi, on a une parole. Mais des fois, après, dans mon éducation, mon père a... Tu sais, comme les pères de cette époque-là, là, je suis née dans les années 70-80, tu sais, 78. Fait que c'était des pourvoyeurs. Ma mère était à la maison. Fait qu'ils collaboraient, tu sais, ils s'impliquaient dans notre éducation, mais de loin, hein. Tu sais, il arrivait tard, il travaillait, il fallait plus faire de bruit quand il ouvrait sa valise sur la table. Tu sais, là, et puis on le voyait les week-ends, on le voyait moins la semaine. Tu sais, fait qu'il s'impliquait, mais il apportait... tu sais, il apportait son grain de sel dans l'éducation, mais c'était vraiment ma mère qui nous... Puis quand ça marchait pas, elle disait « Attendez que votre père revienne de la shop ». Fait que là, c'était de l'autorité par procuration, mettons, là, tu sais, c'était OK, là, on l'écoutait. Tu sais, fait que mon père, je pense que son implication était moindre dans notre éducation puis dans notre quotidien, mais elle n'en était pas moins importante. Oui, je comprends. C'est ça. Fait que je voulais encore plus pas le décevoir. Parce que je le connaissais moins que ma mère, tu sais. Mes parents sont encore ensemble, mais mon père, ça n'a jamais été un jaseux. Oui. Fait qu'il faut tout le temps tirer les verres du nez. C'est un homme de peu de mots, tu sais. Mais quand il parle, il dit quelque chose. Puis il parle pas pour rien dire. Fait que ça t'a marqué, ça m'a marqué, ces paroles-là, exactement. Puis je voulais encore moins le décevoir, puis revirer de bord après ou changer d'idée. Tu sais, je voulais encore... Tu sais, mon père a toujours été important, fait que je voulais encore moins... Je voulais éprouver que qu'est-ce qu'il m'a enseigné, ben c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde non plus, tu sais. Oui, puis c'est beau, ça. Puis ce qui est fascinant dans la suite de votre relation père-fille, c'est que pour te préparer, t'as fait l'Atlantique Sud avec 5 autres hommes à la rame. Et à votre arrivée, parce que ça a été quand même important, là, ça t'a permis de te forger à plusieurs niveaux, mais ton père... Quand il t'a vu, là, il y a comme eu un déclic, puis je pense que je vais sortir l'extrait. Je veux juste être sûre que c'est bon. Et puis j'ai une anecdote là-dessus, c'est drôle. Je t'écoute, je vais sortir l'extrait. Mais je vais te la laisser lire. Ben, en tout cas, je peux juste te dire que le chapitre, je l'ai fait valider par les gars avec qui j'ai traversé. Ah oui? Puis je disais, est-ce correct, ce que je dis? Tu sais, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Puis là, ben, tu sais, ils ont mis ça dans Google Translate, là, tu sais, c'est des anglos. Fait que... La phrase que tu vas dire dans Google Translate, je vais te la dire après. Puis les gars m'ont dit, pourquoi ton père t'a dit ça à l'arrivée? C'est donc bien louche. pour faire exprès, je le trouve pas. J'ai toutes des beaux je te le trouve, je vais te le trouver vite. OK, tu le sais. Oui, hey, je sais. Parce que là, c'est drôle, là, c'est à peu près... Ah, j'aime ça, voir un livre tout barbouillé de même. OK, attends, je suis allée trop loin. Il n'est pas barbouillé. Ben non, mais il y a des notes, là, tu sais. Il est plus blanc comme neige. Tu veux lire, il est orangé ici, le tien. Merci. Parce que ça, c'est fort. Tu sais, tu dis que c'est un homme de peu de mots, là, ben, attachez votre tuque. Et tu l'appelles de même. L'homme de peu de mots tremble et me réserve ceux-ci. J'ai la chienne. Là, toi, tu lui réponds, papa, je suis là. Pourquoi t'as peur maintenant? Parce que maintenant, je sais. Maintenant, je sais que tu vas le faire toute seule. Rien ne va t'arrêter. Oui. Aïe, aïe, aïe. C'est fou, hein? Tu viens d'arriver, tu viens de vivre comme un premier gros exploit parce que tu as fait... Et là, c'est toute une missive, là, quand même. Puis au lieu de me dire bravo, fière, c'est comme, Seigneur. Tu te rappelles-tu comment tu te sentais à l'époque quand tu as reçu ça? Tu as dû figer? Ben là, j'étais là, ben papa, on va revenir en ville avant, on va en parler, tu sais. Peux-tu débriefer un peu, là? Ben oui. Puis je me rappelle que c'était vraiment intense, là tu vois, il faudrait que je m'essuie les yeux, là. Mais c'était vraiment intense, notre retour sur Terre, parce que j'étais blessée à un genou, puis plein de détails que bon, j'ai épargnés dans le livre, mais, mais là, bon, j'ai les larmes aux yeux, on parle de papa, hein, c'est ça. Puis... que j'en ai amené. Ben, c'est vraiment particulier parce que... OK, on va en trouver. Mais pour l'anecdote, l'anecdote est plus drôle, ça va couper l'émotion. Ah, merci. T'sais, on va entendre les petits J'avais prévu le coup. Je me suis dit, si on va dans l'émotion, il faut des mouchoirs. Je suis capable de les ouvrir. On a même le son en prime. On garde tout ça, là. La spontanéité. La spontanéité. Oh là là, c'est le mascara qui coule tout. Bon. Fait que mon père, c'est ça, pour revenir à l'anecdote, les gars, ils traduisent ça, puis Peter, un des gars du bateau, il dit, tu sais, comme, how come your dad has talked about his new dog? I don't understand. Genre, dans Google
me disais que ça voulait dire comme, hey, j'ai un nouveau chien. Oui. On comme, C'est drôle, il devait tellement être mêlé, là. C'est comme des drôles de paroles, oui. tu sais, quand t'arrives, puis il m'avait laissé un message vocal, genre là-dessus, comme, how come your dad has... Oh, j'aime tout. Oh, j'adore. Oh, puis c'est ça. Puis après, ben, mon père était avec nous à la Barbade, puis il déteste la chaleur. Il est allé en voyage de noces en Jamaïque, puis c'était that's it, là, il haït ça. Là. Lui, c'est les voyages de ski, le froid, puis tu sais, je suis un peu de même, je tolère pas la chaleur. Puis tu sais, il fait de la basse pression, il était tombé dans les pommes ce jour-là, puis tu sais, Parkinson, puis tu sais... Je le vois-tu pas, tu sais, à côté sur une colonne dans le fond, puis en retrait, puis j'avance vers lui, puis ouais, j'ai la chienne, tu sais. Fait que c'était ces mots-là qui me réservaient. Puis à partir de là, ça a changé un peu notre relation parce que, ouais, c'est quoi les prochaines étapes? C'est comme, ben là, il faut que je trouve un bateau, puis OK, je vais te passer 5 000 $, mais tu l'es pas à ta mère. OK, là, il devient complice. Là. Oui, puis il là... a peur, mais il est comme, là, aussi bien l'aider parce qu'elle va le faire anyway. Oui, puis là, il dit comme, ouais, j'ai regardé ça, là. Quel genre de bateau t'achètes, là? En Kevlar? Il paraît qu'il y en a en Kevlar, en fibre de verre. Je dis non, pas en Kevlar. En Kevlar, c'est trop cher. Tu peux pas me prêter assez de cash. Puis, en Kevlar, ça répond, tu sais, c'est très stiff, c'est moins confortable. Puis quand ça casse, ça se répare pas, tu sais. Mais par contre, en fibre de verre, on peut réparer ça en mer, puis tu sais, on peut colmater des fuites en fibre de verre, puis il y a des parties en bois, puis puis... Fait que là, je l'informe, puis on apprend ensemble. Puis tu sais, quand je vais souper chez eux, tu sais, je m'invite, puis tu sais, je dis, gars, il y a tel bateau, c'est passé telle chose en mer. Gars, les gars, là, ils ont été rapatriés, là, garde, tu sais. Ces gars-là, ils ont raté leur coup, mais gars, là, en 8 heures, il y a des bateaux qui sont arrivés sur place. Ah ouais, OK. Puis là, ils voulaient plus entendre parler. OK. OK, je regarde là, OK, c'est correct. Tu sais, ils s'investissaient, mais tu sais, pas trop. Puis là, il faut que j'aille à Toronto, je me suis trouvé un camion, puis tout. Fait que... Je m'en vais à Toronto avec mon bateau, puis mon père, tu sais, je le vois-tu pas arriver, il y a un gars, un super bon samaritain qui me dit, ben passe-moi ton char, je te passe mon pick-up, puis j'ai une boule après mon pick-up, j'ai vu ça que tu cherchais un pick-up pour aller à Toronto avec ton bateau, fait que je te prête mon pick-up. Fait que viens chercher à, mettons, Tremblant ou à Saint-Jérôme, je me rappelle plus. Puis là, mon père dit, je vais venir avec toi, là, piner le bateau, c'est pas facile. Fait que il y a comme un petit sac avec lui, genre un petit sac comme un baiser en ville, là, tu sais. Ouais. Là. Puis là, ma mère a dit, ouais, il va te dire de quoi tantôt. Fait que là, je m'en vais avec mon père à, je sais pas où, dans le nord, tu sais, chercher le pick-up. Fait que il dit, passe-moi les clés, m'en viens à Toronto avec toi. Fait qu'il est venu jusqu'à Toronto, moi, il dit, c'est trop compliqué, Toronto, là, je pense qu'il y a 5 voies de large, là, que le bateau, là, changer de voie, c'est pas facile, là, je m'en viens avec toi. Fait que ça a commencé de même, après. Il expose le bateau à Toronto. Lui, il revient à Montréal. Toujours comme, on va porter le bateau, je reviens, je repars, j'ai un livre pour Toronto. Puis après ça, tu sais, je ramenais le bateau avec quelqu'un d'autre, je pognais un flat, je l'appelle à 4 heures du matin, on a un flat avec la remorque, je m'en viens, tu sais. Toujours disponible malgré son Parkinson, malgré sa fatigue, malgré sa maladie. Fait que ça nous a rapprochés dans ces derniers milles, tu sais, dans ces dernières... années en santé, je peux dire. Il est venu à Rimouski avec moi. Puis là, tu sais, il est pas en forme, mon père. Tu sais, il l'était beaucoup. C'était un monsieur très en forme. Puis là, tu sais, je me rappelle des moments où il faisait des réparations sur le bateau, puis Hermel aimait pas ça, puis il dit « Ouais, ton père, j'aime pas ça, ce qu'il a fait, tu sais. Mais on va le laisser, là, faire des affaires, tu sais. » Puis mon Hermel qui travaille sur des bateaux qui prennent la mer, puis mon père qui tremble, puis tout. Fait que là, Hermel, il donnait des petites affaires à faire. Fait que, il dit « Ton père, ça lui fait du bien, là. On va comme... » Impliqué, puis il sent qu'il aide, là. Tu sais, je dirais pas, là, je vais refaire son... Tu sais, la petite affaire qu'il a faite là, j'ai pas aimé ça, mais je vais y en donner, là. Il sent qu'il aide, là, puis il trouve ça important, là, tu sais. Fait que, voilà. Puis d'ailleurs, oui, puis un autre personnage important, l'homme avec les yeux remplis d'étoiles. L'homme aux yeux pleins d'étoiles. L'homme aux yeux pleins d'étoiles, Hermel, qui est comme tombé sur ta route. Puis je trouve ça tellement important de parler justement de ces gens-là qui t'ont entouré parce que t'étais seule sur l'eau, mais t'avais une équipe tellement immense sur Terre pour te permettre de réaliser ça. Puis Hermel a été un mentor pour toi. Une personne extrêmement importante. Ah, vraiment. Puis, tu sais, Hermel, lui, s'est investi... tu sais, quand j'ai rencontré, là, je me dis, mon Dieu, tu sais, qu'est-ce que...
pourquoi il veut m'aider, lui? Puis là, j'ai demandé, mais pourquoi vous êtes investi de même? Puis il m'avait dit une phrase, maintenant, on faisait des petits travaux. Tu sais, c'était comme un monsieur que j'avais rencontré à Rimouski, mon bateau était à Rimouski. Je ramais jusqu'aux îles de la Madeleine, puis je m'entraînais cette année-là, en 2011. Puis il embarque dans mon bateau, puis là, il est accroupi dans le bateau. Puis il dit, ouais, ça, j'aime pas ça, l'électricité, là, pour te traverser, il faudrait que tu refasses ça. Ça, j'aime pas ça. Puis là, je dis, mais pourquoi vous faites ça pour moi? Puis là, il m'avait regardé dans les yeux, puis il m'avait dit, ouais, j'ai comme l'impression que je le ferais, là, comme si t'étais ma fille. Je le fais, là, comme si t'étais ma fille. Je sais pas pourquoi, mais... Tu sais, je veux vivre ça, moi, cette aventure-là, là. Tu sais, tu peux pas m'empêcher de le vivre par procuration, tu sais. Puis je m'étais dit, tu sais, c'est un sentimental aussi, tu sais, il est près de ses émotions, puis il m'avait dit, moi, je veux le faire, là, comme si t'étais ma fille, tu sais. J'aurais aimé ça, moi, que ma fille fasse une affaire de même, tu sais. Puis là, je pense qu'il y avait une fille, je ne savais pas trop s'il y avait une fille, il était plus âgé que moi, sa fille, son fils, c'est des adultes là, bien établis. Fait que je me disais, tu sais, j'y donne sa chance. Tu sais, il me demandait quasiment, il me suppliait quasiment là, tu sais, de faire des travaux dans le bateau. Fait que c'était rendu mon génie là, qui est sorti d'une bouteille. Puis je me rappelle, il m'avait dit, si tu avais 3 vœux, là, mettons, je suis un génie qui sort d'une bouteille, tu as 3 vœux, là, c'est quoi tes 3 vœux, tu sais? Puis j'avais dit, mais moi, je veux trouver une façon de le faire, même si j'ai pas de financement, tu sais. Puis je veux que mon bateau soit prêt. Puis je veux juste réussir, là, tu sais, je veux réussir. Puis c'est ça, il m'avait dit, je vais essayer de réaliser tes vœux. Puis je vais essayer de t'aider le plus possible. Fait que on s'était vraiment liés d'amitié, puis il avait embarqué toute une gang là-dedans. Oui, parce que le clan Lavoie autour de ça, c'était ta deuxième famille, là. Ah, vraiment. Oui, vraiment. Tellement qu'il y a des journalistes qui disaient la Rimousquoise d'origine. Tu sais, j'ai été adoptée à 32 ans, mais je suis pas née là, tu sais. C'est drôle, ça. Mais c'est ça, parce que c'était durant ta traversée de Montréal aux îles que tu as rencontré Hermel. Et ça a été une traversée quand même importante parce que le fleuve, ce que j'en comprends, il n'y a rien de simple là-dedans. Non. Et comment, lui, justement, il t'a aidé? C'est à travers cette traversée-là que lui a commencé à prendre sa place. Je pense même qu'il a fait quelques jours en mer avec toi. Oui. Ou, tu sais, c'est comme les premiers balbutiements de ce lien-là très, très fort. Oui, puis tu sais, il me disait, toi, là, pourquoi tu fais ça cette année? Puis je disais, il faut que je fasse des médias, puis tu sais, je fasse connaître mon projet. Puis tu sais, je m'entraînais avec le bateau, puis j'étais pas prête, j'avais pas d'argent, puis je m'étais engagée avec le vendeur du bateau de juste m'entraîner sur le golfe, le fleuve, tant que le bateau pas payé, moi, je pars pas avec, tu sais. Puis il me disait, OK, c'est correct. T'sais, puis j'avais de la misère à payer le bateau, moi, ça coûtait 45 000, j'étais partie, j'avais donné un dépôt de 5 000, puis j'étais partie, tu sais. Puis Dave Brooks, le vendeur du bateau, il m'avait dit, ben entraîne-toi, fais des médias avec ton bateau, ça va être plus facile de trouver des commanditaires. Puis je m'étais dit, oui, c'est une super bonne idée. Puis c'est le directeur à l'époque de la Fondation David Suzuki qui m'avait dit, ben t'es ambassadrice du fleuve Saint-Laurent avec nous, pourquoi tu rames pas tout le fleuve? Tu fais des conférences sur le fleuve, vas-y, tu sais. Puis fait que là, je parlais de la Fondation tout le long. Puis tu sais, mes objectifs, c'était faire connaître le projet, faire connaître le fleuve, rapprocher les gens du Saint-Laurent, m'adresser à une grosse étendue d'eau seule avec le bateau. Oui. Qu'est-ce que ça a l'air, des vagues de 3 pieds, 3 mètres, 16 pieds avec mon bateau. Me mettre dans l'eau chaude le plus possible. Puis quand j'avais rencontré Hermel à Rimouski, en fait, c'est pas vrai que je l'ai rencontré en 2011, je l'avais rencontré dans un événement en 2010, l'année précédente, puis on était restés en contact par courriel. Mais c'est-tu cet événement-là qui t'a challengé un peu avec ses questions à la fin? Oui, il m'avait vraiment posé un paquet de questions. Il était vraiment prêt, là. Puis là, je me disais, mon Dieu, ce bonhomme-là, il sait de quoi il parle. Puis il m'avait marqué, il m'avait posé plein de questions. Puis là, on avait vu, il y a longtemps après, on avait retrouvé une vidéo de cette conférence-là. Puis lui, il était en avant, puis il cognait des clous, il s'endormait. Je disais, vous m'avez trouvé intéressante, pendant ma première conférence. C'est très drôle. C'est très drôle. T'es loin, mais c'est un vieux de mon âge. Ça dort dans des conférences. Ça m'avait tellement fait rire. Oui, une petite sieste, là, pendant la petite pause où tu parlais de telle tempête. Je me dormais. C'était drôle. Puis, ben c'est ça. Fait que là, en parlant de mes objectifs de cette descente du Saint-Laurent, ou même remontée, on pourrait dire, parce que je montais vers le nord, puis j'allais aux îles, mais j'avais dit à Hermel, moi, je veux m'entraîner. Puis il disait, ouais, mais là, passer Cap-Chat, Saint-Anne-des-Monts, c'est dangereux, là, le fleuve. Puis là, j'avais bien compris là, que c'était dangereux parce que juste me rendre au chenal de navigation, ça me prenait 4 heures. Ça n'avait pas de bon sens, là. Puis là, la marée changeait. Fait qu'il fallait quasiment que je revienne. Je remontais le fleuve. C'était super complexe. Fait qu'il m'avait dit, moi, te mettre un petit moteur long shaft, là. Moi, te mettre un long shaft sur ton bateau. Je vais installer ça sur le côté, puis tu vas te rendre au chenal. Tu vas ramer.
Puis tu vas revenir du Chenail. Là, tu vas être en sécurité, puis tu vas arrêter de mettre du monde en danger. Parce que là, je me rappelle, à Matane, c'était le maire de la ville qui était venu me chercher en Zodiac. Ah ouais? C'était Jérôme Landry qui était venu me chercher en Zodiac. Je l'avais appelé sur son sel, puis il était là, je m'en viens. Tu sais, parce que j'arrivais pas à revenir contre le courant, puis la marée. Lui, il était là. Il n'y aura pas tout le temps le maire de la communauté qui va... Fait qu'ils n'ont pas tous des bateaux, les gars, là. Il n'y a pas 15 maires de Matane, là, qui non, te chercher, c'est ça. Fait que là, il m'avait dit, je t'installe un long shaft. Puis j'ai eu une petite commandite, là, du magasin, du mini-mécanique. C'était son ancienne boutique qu'il avait vendue. J'ai eu une petite commandite, là, à Rimouski, là. Ils vont prêter le moteur jusqu'à la fin de l'été. Fait qu'il m'avait organisé, là. Puis il y avait plein d'amis dans ce domaine-là. Il y avait quelqu'un qui m'avait fait les épissures sur les cordages autour du bateau. Il y a quelqu'un dans ses amis qui m'avait fait, je ne me rappelle pas, là, comme toute la soudure intérieure, l'électricité. Il avait emmené une crédibilité au projet. Puis, comme il était assez renommé dans la région, les gens embarquaient. Oui. Les gens s'investissaient. Oui, ils mettaient l'épaule à la roue, vraiment. Wow. Et ça, est-ce que ça nourrit, d'une certaine façon, la confiance que tu avais? Parce qu'il fallait quand même que... Là, on est quoi? On est en 2011? Oui, 2011-2012. 2011-2012. Fait que, tu sais... Puis t'en as traversé des épreuves, mais cette personne-là, ça a été un pilier, là. Ah, vraiment. Puis, tu sais, Hermel, il me disait, c'est quoi qui marche pas, là? Tu sais, financièrement, qu'est-ce qui marche pas? Puis là, il me disait, amène-moi tes cartes de crédit, là, amène-moi tout ça, là, on va regarder tes dettes. Fait qu'il m'avait trouvé des solutions, là. Tu sais, il m'avait dit comme, bon, là, fais un prêt, va chez Future Shop, on va te faire un prêt, tu vas acheter un nouvel ordi, puis OK, là, tu sais, il ne m'avait pas prêté d'argent, mais il m'avait organisé mes affaires, organisé mes flûtes. Puis tu sois en retard là, pour un paiement, parce que ton crédit, il faut qu'il soit bon pour emprunter tel mois. Puis là, j'ai appelé Equifax, puis là, j'ai réussi à avoir ta cote de crédit. Puis ingénieux, astucieux, intelligent, tu sais, il m'avait organisé mes affaires. Puis pour... Quand je pars en mer, bien, mes paiements allaient se faire. Fait qu'il avait accès à mes comptes de banque, il organisait mes trucs. Fait qu'il était devenu trésorier de mon affaire, tu sais. Puis là, il me trouvait, je t'ai trouvé une carte de crédit avec moins de taux d'intérêt. Fait que là, on va faire une demande. Puis j'avais même préparé une demande d'aide sociale parce que j'avais tellement pas de cash. J'avais fait comme des rapports d'impôt à 5 000 $ de revenus annuels, tu sais. Ça avait aucun sens. Puis il avait tout rempli le formulaire avec moi, puis il avait dit, bon, là, c'est, tu sais, aide de dernier recours, là, ça s'appelle. Puis là, j'avais peur, je me disais, bien là, si je demande de l'aide sociale, c'est comme si je demandais à la communauté de me payer ma traversée. Fait que je l'avais jamais envoyé. Non, tu l'as pas envoyé. Puis j'étais comme fière de ça, puis il disait, t'as pas à pas l'envoyer, tu sais. Je dis, non, mais ça, je peux pas. Tu sais, je peux pas parce que... C'était ta limite, ça. Oui, parce que je pouvais pas demander... Le gouvernement, personne m'a subventionné, personne m'a commandité. Tu sais, j'ai eu quelques commandites, mais c'était moins que l'argent que j'ai investi pour en trouver. J'ai eu 21 000 en argent, mais ça m'a coûté 25 000 sur 5 ans en chercher. Hey, ça, parce que de t'entraîner, tu sais, de continuer à croire en ton rêve, mais ça a été des grosses embûches, ça, les finances, parce que ça reste un frein, là. Énorme, Puis ça, à l'intérieur, qu'est-ce qui te gardait allumé, là? Qu'est-ce qui faisait, OK, on va trouver des solutions? Tu as eu des bons samaritains comme Daniel, si je me trompe pas, qui, Daniel. Lui, il croyait tellement en toi qu'il a dit, garde, je te fais un prêt, je te prête des sous, tu me rembourseras quand tu vas revenir, tu sais. Mais ça, je veux dire, ça, c'est des beaux cadeaux tombés du ciel, mais mentalement, c'est exigeant, cette période-là, parce que là, tu as de la misère à te nourrir, tu as de la misère à t'entraîner. C'est comme, puis il a fallu qu'à un moment donné, tu lâches ta job. Ben parce qu'il fallait que tu te mettes à 100% là-dedans. Oui. C'est beaucoup pour une personne de gérer tout ça. Ah, vraiment? Tu sais, je pense autour du 1er juillet 2011, la liste de rappel, j'étais sur la liste de rappel de Sainte-Justine, puis ma boss m'appelle. Elle me dit, là, rappelle-moi, parce que ça marche pas, là. Oui. Dans le journal de Montréal, là, puis ça dit que tu t'en vas jusqu'aux îles, t'es pas disponible pour rentrer une fin de semaine sur 2, là. Tu sais, tu veux rester sur la liste de rappel, il faut que tu nous donnes les dispos, puis il faut que tu les honores, les dispos. Je dis, mais Martine, je peux pas comme être suspendue comme 3 mois. Ben non, parce que si t'es suspendu 3 mois, c'est pas le fun pour tes collègues puis nous autres. Puis tu sais, tu peux pas jouer cette game-là. Tu sais, appelle ton syndicat, mais ils vont te dire, si tu veux être suspendu, c'est pas de même ça marche. T'sais. Elle avait tellement été douce. On est encore en contact. Oui. Oui, l'ancienne chef des soins infirmiers, Martine Legault, pour pas la nommer. Puis elle est venue à mon lancement de livre. Celle qui m'a vaccinée pendant la COVID, elle est tellement sweet. T'sais. C'était la meilleure boss que j'ai jamais eue. Puis
je me rappelle, elle m'avait dit, Mylène, tu as un filet. Là, tu nous prends, tu prends ta job pour un filet de sécurité. Puis là, il faut que tu te lances puis que tu n'en aies plus de filet. À un moment donné, il faut que tu arrêtes d'avoir des filets de sécurité. Puis moi, là, Sainte-Justine, là, tu sais, je finissais le cabaret de mes patients. Là. Tu sais, mes patients, ils ne mangeaient pas tout leur yogourt, je le mangeais. Tu sais, je mangeais des tartines qu'ils laissaient dans leur cabaret. J'aurais perdu ma job parce qu'aujourd'hui, tu ne peux plus te faire une tartine avec du beurre de pinot dessus. Tu sais. On le sait, on ne peut plus faire ça. On peut plus. Dans le fond, c'est ça que j'aurais dû faire pour être suspendue. Oh mon Dieu! Fait que, puis après, quand j'ai démissionné de Sainte-Justine, je me retrouvais sans rien. Oui, c'est un saut, là. C'est un saut. Fait que là, puis Hermel, il me disait, quand tu viens chez nous, là, dormir chez nous, on a une chambre d'invités, tu viens toute la fin de semaine, 3 jours, 4 jours, 5 jours, t'as rien à payer, là. Tu nous payes pas de pension. Même si tu viens ici 6 mois, tu nous payes pas de pension. Fait que nous autres, on t'aide pas financièrement, mais on te nourrit. Oui. Puis sa femme, son épouse, sa belle-sœur me nourrissait tellement bien, tu sais, mes mamies. Oui, tes mamies adoptives. Oui, puis tu sais, je dormais bien là-bas, je me sentais en sécurité, j'allais m'entraîner, puis il me poussait, puis il se couchait plus tard que moi, puis il me réveillait le matin à 6 ans, va faire ton jogging. Puis c'était difficile parce qu'il neigeait, il faisait pas beau, il pleuvait, puis il me disait, c'est les meilleures conditions pour t'entraîner, il fait 35 dehors, vas-y, tu sais, va t'entraîner parce que ça va être plate, là, sur l'océan, tu sais, il fera pas beau tout le temps. Puis ça, une autre chose que les gens me posaient souvent la question, puis ils me le posent souvent encore la question, c'est, tu t'entraînais beaucoup pour t'entraîner, tu sais, pour te préparer physiquement à la traversée? Bien, je pouvais pas. Ouais. Parce que je mangeais pas assez. Fait que mon nutritionniste qui est en France, Mathieu, il me disait, Mylène, je regarde ça, qu'est-ce que tu manges à tous les jours? Tu manges vraiment pas assez. C'est limite anorexique, ton affaire. Puis tu peux pas t'entraîner en absorbant seulement 600 calories par jour. Puis là, je disais, Mathieu, c'est parce que j'ai pas d'argent pour pouvoir manger. Il disait, tu t'entraînes pas. Tant que tu manges pas 2000 calories, moi, je veux pas que tu t'entraînes. Puis il y avait pas de gym. Il n'y avait aucun gym qui me permettait de m'entraîner gratuitement. Hey, c'est pas compliqué de me donner une petite passe, là, 35$ par mois, là. Ben non, j'étais pas capable. Je me rappelle, un moment donné, Hermel, il avait regardé mon téléphone, puis il disait, je pense qu'on va enlever l'option afficheur. C'est 10$ par mois, ça. On était vraiment rendus là. Ben oui. On n'avait pas le choix, parce que là, c'est quand même vital. Ben oui. C'était fou. Puis ça me fait penser justement à la fougue que t'as depuis le départ. Puis tu disais justement que... comment tu disais ça? Que t'étais traité... Les gens qui font des choses à contre-courant, souvent, sont traités différemment. Vraiment. Puis tu t'es rendu... Tu sais, t'as fait ta place dans la navigation. T'as voyagé avec 5 hommes. Tu sais, je veux dire, c'est quand même pas rien, là. Puis ça, en plus, tu disais, moi, ça me préparait à la solitude. Oui. Puis là, je me disais, ouais, mais t'avais quand même de la compagnie. Mais pourquoi tu dis que ça t'a préparé, ça t'a forgé? Et moi, je pense que je me suis jamais sentie aussi seule dans 2 bateaux. En fait, dans le bateau avec les gars, je me suis sentie seule, puis la traversée à voile. Avec la famille qui t'a accueillie. Seule. Oh non, c'était l'affaire la plus difficile de ma vie. Puis j'en parle pas parce que je veux pas laver mon linge sale en public. Je comprends. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que, tu sais, le capitaine était bien intentionné au début, mais, tu sais, des fois, la personnalité d'une personne change quand ta vie a un stress puis qu'elle est capitaine d'un bateau. Oui, c'est là que tu vois la vraie nature. Oui, puis je pense que cette personne-là, puis moi, on n'était juste pas faits sur le même frame. Ouais. Puis son beau-frère puis sa nièce, eux autres, ils entrevoyaient une traversée en famille. Ouais. Fait que c'est comme si moi, j'avais été ajoutée comme une cerise sur le Sunday, là, qui, un peu comme eux autres l'avaient perçu comme si je m'invitais peut-être, quand c'est la femme du capitaine qui avait dit à son mari, il faut absolument que tu l'emmènes, ça va la préparer. Fait qu'il avait fait comme, oui, c'est correct. Mais peut-être qu'il n'en avait pas parlé à son beau-frère puis sa nièce. Fait que, puis je m'étais pas sentie bienvenue à bord. Puis je me rappelle, là, j'ai été malade. Sur 18 jours, j'ai vomi 16 jours. Mais vraiment malade. C'est énorme, ça, Mylène. Oui. Là. C'est parce que c'est comme une... J'avais maigri. Non, mais c'est comme une gastro-entérite qui finit pas, là. Ah non, c'était terrible. C'est l'enfer, là. Terrible. T'es plus capté, rien capable d'avaler, là. Non, vraiment pas. Puis je me rappelle, un moment donné, j'étais aux toilettes encore. Oui. Puis on avait chialé, puis j'étais aux toilettes. J'étais là comme, mais là, voulez-vous que je vomisse pendant le... Ouais. Tu sais, c'est comme je suis tout le temps malade, tu sais. Puis le stress, c'est une grosse charge pour le... Tu sais, la frousse, les sensations, les émotions, ça peut vraiment provoquer le mal de mer. Puis moi, là, c'était super clair, j'en avais parlé. Moi, je viens pour asseoir mes communications, m'assurer que je peux bien recevoir mes fichiers météo, tu sais, m'entraîner avec mon téléphone satellite, écrire mon blog, tu sais, pour continuer de parler de mes petites aventures préparatoires, puis tout. Puis
Ça avait été super clair. Puis ça avait comme mal été... transmis. Ben là, t'es sur ton téléphone. Ben, c'est parce que c'est pour ça que je t'avais dit que je venais en voyage. Tu sais. Puis oui, je veux naviguer, mais on n'a pas le droit de toucher au voile. Puis on n'a pas le droit de faire aucun ajustement. Fait que les filles, on n'a pas le droit. Fait que... Après, tu peux pas me dire que j'en ai pas fait. Si tu veux pas, je touche. Fait que, tu sais, fait que ça avait été super... Fait que c'est confrontant. Tu te retrouves... Non, tu t'es refermée d'une certaine façon. Tu n'as comme pas eu le choix. Fallait que tu te protèges. Oui, je me protégeais, puis je marchais tout le temps sur des œufs sur ce bateau-là, tu sais. Fait que c'est ça. Je m'étais pas bien sentie, puis je m'étais pas sentie la bienvenue à bord, puis c'est ça. Puis j'ai pas voulu en parler. Je comprends. Tu sais, comme là, j'en ai beaucoup dit, là, mais je voulais pas laver mon linge sale en public, puis je voulais pas, tu sais, ce monsieur-là est super généreux, là, de m'avoir emmené, puis j'ai juste payé mon billet d'avion, là. Non, tu sais, j'ai partagé énorme. l'épicerie, là. Oui. Fait que, tu sais, je pense que... Mais en quoi ça t'a aidé, justement, quand t'es partie, d'avoir vécu ça en amont? T'as-tu développé des outils? Ah, vraiment. Moi, je me disais, là, puis je me rappelle, le capitaine m'avait passé, puis on s'était réconciliés en arrivant au Groenland. J'avais crevé l'abcès, puis il m'avait dit, tiens, lis ce livre-là, c'est le pouvoir du moment présent. Fait que là, je m'étais dit, quel beau cadeau. Mais c'est un beau cadeau, ce livre-là. Oui. Puis là, je l'avais lu, j'avais pris des photos des pages importantes. Un peu plus tard, il l'avait donné à quelqu'un d'autre. Mais c'est pas grave. Moi, j'avais appris ce que j'avais besoin dans le processus. Puis ça m'avait tellement aidé, là. Tu sais, en ce moment, t'as pas de problème. T'sais. En ce moment, tout va bien. C'est correct. T'es en santé, t'es en forme, tu sais. Mais c'était un stress incroyable, cette traversée-là. Puis ça m'avait aidé parce que je m'étais retrouvée, je suis débarquée à Matane, j'ai sorti mes affaires du bateau, puis je suis partie, puis c'était correct. Moi, je m'en allais à Rimouski. Puis je me rappelle, c'était Delphis Bélanger qui est décédé l'an dernier, tu sais. Le père du journaliste Jean-François Bélanger. Un amoureux de la nature, de la mer, de la navigation, tu sais, un sculpteur, là, un artiste qui... Je l'avais texté, je dis, Delphis, il faut que tu viennes me chercher. Puis il avait fait comme, ah, Miliane Paquette, ben oui, je m'en viens, qu'est-ce qu'il y a? Je suis comme, il faut que je te parle. Puis on est allé dîner. Puis il m'avait emmené à l'autobus, puis j'y avais raconté ma traversée, puis il m'avait dit, oh, je suis tellement désolée, tu sais. Fait qu'il avait été comme un refuge, ce monsieur-là, tu sais, qui avait fait des traversées sur des grands mâts, le monsieur. Tu sais, c'était comme un... le vieil homme et la mère, là, c'est vraiment là, un monsieur typique. Là. Je l'avais tellement aimé, ce monsieur-là. Puis il m'avait emmené des roses là, quelques années auparavant, quand il y avait des rosiers. Puis il m'avait emmené des roses sur mon bateau quand j'avais arrêté à Matane. Fait qu'on avait un contact ensemble. Puis ma ressource à Matane, Delphis Bélanger, OK, viens me chercher. Puis il m'avait comme offert une espèce de refuge, mais je dirais une espèce de... Défoule-toi, là. Ah oui, dis-moi tout ce qui s'est passé, qui n'a pas bien été, là. Je suis comme une... T'as pu ventiler, là. Ouais. Ah ouais, défoule-toi, là. Sors tout, qu'est-ce que t'avais à sortir. On avait mangé des hot dogs, je pense, tu sais. Puis là, j'avais fait comme, hey, merci Delphis, là, ça fait tellement du bien. Fait que quand je suis arrivée chez Hermès, je me suis reconstruite là, pendant 2 semaines à peu près. Puis je suis revenue à Montréal avec comme mission, tu sais, j'ai pas vécu ça pour rien, ces 2 traversées-là, parce qu'on a fait France, Groenland, Canada, tu sais. Puis j'ai pas vécu ça pour rien. Il faut que je m'affirme plus. Puis il faut que je me protège, en fait, parce que je peux pas être tout ce que le monde veut que je sois. Ouais. Parce que ces 3 passagers-là à bord avec moi s'attendaient à 3 choses différentes de moi. Puis je peux pas être ces 3 choses-là à la fois. Fait que ça m'a énormément préparée à la dernière ligne droite vers ma traversée, puis à descendre de mon bateau, de mon Hermel, puis ne pas être non plus ce que tout le monde veut que je sois. Oui, puis ça, on va y revenir parce que... J'ai pas le choix de te parler du mal de mer parce que moi, j'ai le mal des transports. Puis là, je me dis, je pense que n'importe qui peut avoir le mal de mer, même si on a une faiblesse ou pas. Mais là, moi, je ramène les gens. Là. On se prépare. Là, tu te prépares pour ta traversée. Tu t'es pas entraîné comme tu aurais voulu. Tu n'as pas pu manger non plus, nourrir ton corps à certains moments comme tu aurais voulu parce que, bon, financièrement, c'était plus difficile. Mais là, tu pars, là, puis t'es pas... ce qu'on en comprend quand on lit le livre, t'es pas à 100% de ta forme, t'es fatigué, t'as du stress, tu commences à traverser avec un mal de mer. Là, je me disais, oh mon Dieu, mais ça a dû être terrible ces premiers jours-là. Mais moi, là, je me rappelle que c'était terrible, puis je ramais, mais super mollassement. Je me rappelle que j'étais malade entre 5-6 coups de rame, là. Puis, tu sais, ma cadence était comme à 20 coups minutes ou même 15 coups minutes, là. Je faisais de mon mieux. Moi, je disais, je place le bateau dans le vent, puis
j'avance avec le vent, tu sais. Puis je parlais à Hermel au téléphone, comme, ouais, combien de fois t'as vomi? Ah, je pense que j'ai plus assez de doigts pour dire combien. C'était épouvantable, là, ça marchait pas. Puis, on est comme dans une espèce de coma quand on a le mal de mer. Ton corps répond pas bien, t'as mal aux bras, aux jambes, t'as un mal-être, tu veux juste être ses gravoles, tu sais. Puis c'est comme, on dirait que c'est de la drogue, là. Puis je me souviens que c'était comme limite pas sécuritaire parce que, je voyais des bateaux passer, je leur parlais pas. Comme je suis pas l'énergie de prendre ma radio VHF, je pense que c'est correct. On n'est pas dans un gisement de collision. On va pas leur parler, tu sais. J'espère qu'ils changeront pas de cap. T'es comme amorphe. Oui, t'es tellement amorphe. Puis quand, en fait, ça s'était placé, là, jour 4, c'était comme si je me réveillais d'un coma puis je me disais, ah ouais, c'est vrai, j'ai pris ma douche il y a 3 jours. Ah, c'est comme flou dans ma tête, les souvenirs du départ. OK. Ben, c'est correct, tu sais. Puis, ça m'a comme offert une coupure très franche avec la terre ferme. Ça m'a comme offert une espèce de buffer. Un genre de tampon temporel. Oui, là. un tampon temporel, exactement. Que je me disais, hey, c'est loin ça. Ouais, je me rappelle, on était à l'hôtel, puis là, on cherchait du café, puis il n'y avait pas de thym d'ouvert, puis j'étais pas contente. C'est vrai, je me ferais peut-être un café. Tu sais, c'était tellement loin, là, la journée. Ça faisait comme 3 mois que j'étais partie, on dirait, mais ça faisait 4 jours. Oui, t'sais. mais ça altérait un peu ton cerveau, ta mémoire, tes sens, là, d'une certaine façon. Ouais. Tu devais être... Parce que, est-ce que tu semblais dire que tu avais eu l'impression d'un faux départ? Tu sais, à quel moment tu as eu l'impression que tu t'étais dans le moment présent puis tu as fait « OK, le rêve commence », tu sais? Ça a tellement pris de temps parce que je rêvais. Ah ouais? Je rêvais souvent que, tu sais, je l'explique un moment donné dans mon livre, là, tu sais, là... Dominique de la Douceur, mon attachée de presse, ma grande amie, elle me dit ouais, mais là, on n'a pas parti le timer, là. On a comme, faut que tu reviennes, tu sais, ou la Ocean Rowing Society t'a disqualifié parce que, tu sais, t'as comme pas ramassé vite au départ. Je sais pas quoi, là. La ligne de départ, on a manqué notre shot. Je rêvais tout le temps des affaires de même. Ça altérait même tes rêves. Fait que j'avais comme l'impression que j'étais pas partie, puis ça fait comme 5 ans que j'essaie de partir. Fait que j'avais l'impression que j'étais comme pas partie. Puis à un moment donné, je me rappelle, je vois des lignes de cisaillement parce qu'il y a comme des courants près des hauts fonds de Terre-Neuve. Puis là, je vois des... Tu sais, quand tu vois des lignes de cisaillement, c'est que tu as 2 courants qui se rencontrent. Oh, puis, oui. il y a comme de la chenoute là, qui flotte, là, des espèces d'algues, des affaires, ben des oiseaux, ben du poisson qui saute. Puis là, je vois des dauphins, puis des baleines. Puis tu sais, il y a beaucoup de vie autour de moi. Puis ce jour-là, là, ça faisait comme 2 semaines que j'étais partie. Puis là, je me disais, OK, là, je suis vraiment partie. Là, tu sais, je suis trop large, là, tu sais. Merci à la Maison de la Culture Maisonneuve pour l'accueil en studio. Vous découvrirez la suite de ce grand périple dans la 2e partie de l'épisode, disponible sous peu. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux têtedecochon.podcast pour être sûr de ne rien manquer. À très bientôt!